Changer le monde, ça coûte un sacré pognon. Alors comment donner du sens à ton argent pour accélérer le changement, seul, au travail et collectivement ? Bienvenue dans Soif de Sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire pour t'aider à toi incarner le changement. Et aujourd'hui, on accueille Patrick Sapie de l'association FAIR, qui est partenaire de cette vidéo, pour parler de finance solidaire et comment est-ce qu'on peut dévier la trajectoire de l'énorme paquebot de la finance pour que ces milliards aillent moins vers financer une planète invivable et plus vers des projets solidaires. Salut Patrick. Salut Pierre. Parenthèse pour ceux qui regardent en vidéo, oui, j'ai des cicatrices de bad boy, j'ai eu un accident, mais ça va, je vous raconterai ça une autre fois. Alors je te présente en 10 secondes, tu es directeur de l'association FAIR, qui travaille à faire bouger justement ce paquebot, notamment avec votre label Finansol, qui labellise des produits d'épargne solidaire. On va tout vous expliquer. Mais avant de plonger dans l'univers actuel de la finance solidaire, de vos victoires, du greenwashing, etc., on va parler un peu de toi. Parce que tu as consacré toute ta vie à essayer que l'argent... Toute ta vie, c'est peut-être beaucoup. C'est ce que j'allais dire, franchement. Il y a eu un petit détour par la banque classique, donc on va dire, tu as consacré une grande partie de ta vie à essayer que l'argent ne soit plus une fin en soi, mais un moyen au service de l'intérêt général, ce qui colle avec la mission de FAIR. Est-ce que tu peux nous raconter comment ta vie a basculé, j'ai l'impression, quand tu étais étudiant en finance à Strasbourg ? Oui, bien sûr. C'est une petite anecdote. Je suis tombé par hasard devant une émission d'envoyé spécial qui s'appelait La Banque des pauvres. Et en fait, ça a été le premier reportage sur une petite association qui s'appelait l'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique, qui est maintenant un gros acteur du microcrédit et qui lançait un projet pilote pour essayer d'expérimenter des petits prêts à des chômeurs qui souhaitaient créer leur entreprise et auxquels évidemment les banques voulaient pas prêter. En fait, cette émission m'a subjugué. Le soir même, j'ai pris ma plus belle plume. À l'époque, il n'y avait pas d'email. Il n'y avait pas de smartphone. Voilà. J'ai écrit à la présidente. Est-ce que vous cherchez quelqu'un pour travailler avec vous ? Et j'ai fait mon service civil à l'ADI. Et là, du coup, tu as passé 15 ans dans cette institution de microfinance, l'ADI, qui accompagne des personnes très précarisées, beaucoup de migrants, justement, à s'en sortir avec une petite activité. Et c'est là, du coup, que tu te rends compte, effectivement, de la puissance de l'argent et que même avec un prêt de 1000, 1500 euros, les gens, ils s'en sortent, ils se montrent dignes de confiance. Et du coup, le microcrédit pour sortir de la pauvreté, c'est une des 1001 facettes de la finance solidaire. Donc ensuite, tu continues ta carrière. Donc on l'a évoqué, tu vas notamment en banque classique, mais tu reviens quand même à l'ADI. Tu as dirigé le réseau européen de microfinance, etc., jusqu'à diriger aujourd'hui l'association FAIR, une asso créée en 95 par un collectif de 12 initiatives citoyennes, dont l'ADI, qui fait du microcrédit, donc CCFD Terre Solidaire, la NEF que vous connaissez, etc., plus quelques banques, le Crédit Coop, Caisse d'épargne et Crédit Mutuel. Bon, honnêtement, moi, quand on parle de label en général, forcément, on se demande qu'est-ce qu'il y a derrière. Et un des trucs qui m'a beaucoup rassuré sur votre mission, au-delà évidemment de voir toutes les assos que j'apprécie parmi les fondateurs, c'est que vous faites beaucoup de plaidoyers, comme des ONG, pour orienter davantage l'épargne vers des projets solidaires. Par exemple, est-ce que tu peux nous raconter comment vous avez obtenu cette victoire où vous avez réussi à modifier la loi pour que toute entreprise qui propose un plan d'épargne à ses salariés soit obligée de leur proposer au moins un fonds solidaire ? Oui, alors effectivement, la finance étant un secteur très régulé, on est obligé de mener des actions de plaidoyer pour changer le cadre. Et en fait, ça a boosté finalement le développement de l'épargne solidaire en France, puisque sur les 25 milliards d'euros de produits solidaires, on estime à fin 2021, il y en a un peu plus de 14 milliards qui sont logés dans l'épargne salariale solidaire. Un fonds 90-10, pour vous donner une idée, c'est à 90% qui est de l'activité classique, on va dire, souvent avec le label, enfin même à chaque fois avec le label d'État ISR, qui est loin d'être parfait d'ailleurs, on va en reparler. On pourra en parler, bien. Mais vous, du coup, ce que vous labellisez, c'est les 5-10% restants, donc qui peuvent être pour l'accès à l'emploi avec le réseau Cocagne, donc de la réinsertion par le maraîchage, pour l'accès au logement avec Solidarité Nouvelle, l'accès à la santé avec la Croix-Rouge, etc. À la fois, c'est trop bien, à la fois 10%, on peut se dire que c'est pas beaucoup. Pourquoi c'est que 10%? En fait, mon rêve, c'est que ce soit plus de 10%, mais en fait, là aussi, on travaille à faire évoluer le cadre. Et depuis longtemps,
afin de protéger les consommateurs, donc ça, c'est des histoires de régulation, on plafonne à 10% le montant des investissements qui sont investis dans des structures qui ne sont pas cotées sur un marché financier, pour des raisons liées au risque, pour protéger l'épargne des gens, en fait, que les gens perdent pas tout leur argent là-dessus. Pourquoi ? Parce que en fait, quand tu investis dans des structures qui sont pas cotées, et notamment des structures, des entreprises sociales, des entreprises de l'ESS, l'argent que tu places, il est pas liquide parce qu'en fait, ces acteurs-là, ils ont besoin de ressources sur des temps longs. Par exemple, tu l'as bien dit, sur du logement, sur la réinsertion des gens. Il faut pas être pressé pour faire ça. Il faut se donner le temps, il faut se donner les moyens, il faut accompagner les personnes. Et donc, ces organisations-là, elles ont besoin de ressources longues. Donc, tu vois, si tu mettais tout ton argent là-dedans et puis qu'il t'arrive un accident de la vie, que tu as envie de le récupérer, bah, c'est pas facile. Ouais. Et donc, pour protéger ça, le régulateur a dit, bah, c'est pas plus de 10% dans un fonds. Voilà. Et nous, notre expertise, elle est sur cette poche solidaire, on appelle ça comme ça, qui varie entre 5 et 10% des montants investis et qui sont, là, pour le coup, investis à 100% dans des acteurs d'utilité sociale. Ouais. Puis, j'imagine que psychologiquement ou culturellement aussi, on peut se dire que l'ESS, c'est plus risqué, alors que pas forcément, en fait. On l'a vu pendant le Covid. Et surtout, il n'y a jamais eu de perte massive sur ces produits d'épargne solidaire. Donc, il y a moyen que ce taux, il augmente, on l'espère. Et le but, évidemment, vous, dans votre travail de plaidoyer, c'est aussi de faire que ça devienne obligatoire ailleurs en Europe, où c'est pas encore le cas, de continuer à grappiller des pourcentages, etc. Parmi les produits que vous labellisez, il y a un éventail très large. Ça va autant des parts sociales chez Raikop, dont vous avez diffusé un épisode, la Nef ou Enercop, que j'adore, que des produits de grandes banques, dont, spoiler, je ne partage pas les valeurs, et où effectivement, il y a que sur l'épargne salariale, par exemple, 5 ou 10% qui financent des projets solidaires. Donc il y a vraiment tout un panel de produits financiers, du moins engagé au plus engagé. Déjà, pour rappel, vous labellisez des produits et pas des organisations. Donc voilà, bon, évidemment, je cautionne pas l'impact de ces banques et vous non plus d'ailleurs chez FAIR. Mais je trouvais, en préparant l'interview, justement, que ça ouvre un débat hyper intéressant, parce qu'on se dit, est-ce que ça vaut le coup d'essayer d'avancer avec tout le monde, notamment avec des grandes banques décriées, ou c'est plus lent, mais quand tu avances d'un pas, ça a un impact énorme. Est-ce qu'on peut les inviter, / leur mettre la pression à être plus solidaires, sans que ça vire au greenwashing, où elles nous concèdent des cacahuètes et en fait jouent la montre pour continuer à faire du fric le plus longtemps possible sur les fossiles, par exemple. Voilà, comment est-ce qu'on peut arbitrer entre ces deux choses? Ouais, la question est vachement intéressante et en fait, c'est des questions de parti pris, cette histoire. Parce que effectivement, il y a deux moyens de faire et moi, je porte aucun jugement sur ces deux moyens. Il y a effectivement l'activisme, et moi, je respecte beaucoup l'activisme en pointant du doigt en fait les mauvais élèves. Et ça produit aussi des résultats, en fait, de la prise de conscience au niveau de la population. Effectivement, tu vois, il y a 4 000 milliards de dollars investis par les banques dans les énergies fossiles ou dans les nouveaux projets pétroliers au niveau mondial. C'est juste énorme, quoi. Voilà. Et nous, avec nos pauvres 25 milliards d'euros de produits labellisés, on fait pas le poids. Donc, en fait, l'activisme a ses vertus. Nous, on a choisi une voie différente et sans doute un peu complémentaire à l'activisme, c'est de se dire, finalement, politique des petits pas. En fait, on invite des acteurs, vertueux ou pas, qui ont constitué en interne des petites équipes motivées pour créer des produits financiers solidaires ou à impact social. Nous, c'est le choix qu'on a fait parce qu'en fait, on a ouvert un espace d'expérimentation pour les banques pour créer de l'offre. Et l'offre génère de la demande. Là, on a la preuve, puisque l'épargne solidaire a explosé, l'encours a doublé en 5 ans, quoi. Donc, ces dernières années, même si ça reste très petit. Et puis, on ouvre un espace de discussion, et c'est vrai que c'est plus lent, mais petit à petit, on arrive à faire bouger les choses. Voilà. Moi, je crois beaucoup aux alliances avec les acteurs financiers, mais en étant très rigoureux et très, très exigeant avec eux, à la pression de la société citoyenne, et puis aussi à la manière dont on embarque ensemble, citoyens, acteurs financiers, le régulateur dans l'aventure pour qu'il change le cadre. Je trouve ça trop intéressant, effectivement, le côté, s'il y a plus de pression citoyenne et activiste, forcément, ces banques-là,
elles ont besoin d'avoir des réponses, et c'est là que du coup vous êtes carrément un acteur qui peut les aider, et ça vous donne plus de poids à vous, votre impact, pour essayer de les changer de l'intérieur. Et la question qu'on peut se demander autrement, c'est aussi est-ce qu'on peut se permettre de pas essayer de les changer, en fait? Parce que d'un côté, oui, clairement, je préférerais que tout le monde ait son épargne au Crédit Coop ou à la Nef, mais la majorité des gens, ils ont leur argent dans les grosses banques, et soit ils sont pas assez engagés, soit ils sont pas assez informés. Ou quand tu as un crédit immobilier en cours, c'est galère de partir, ou juste tu veux un peu de rendement quand même, ce qui est tout à fait compréhensible. Et de l'autre côté, l'épargne solidaire, aujourd'hui, c'est que 0,4% du patrimoine financier des Français. Alors, tu l'as dit, effectivement, ça augmente vite. Ça a déjà permis de créer 30 000 emplois, ou à l'association Habitat Humanisme, par exemple, de reloger des milliers de personnes en rénovant des logements grâce à notre épargne, ou financer plein de projets écolos, j'ai découvert, que j'ai interviewé, comme la coopérative Oasis, pour développer les écolieux. Mais effectivement, pour l'instant, ça reste des cacahuètes. Donc en fait, tout l'enjeu, c'est comment changer d'échelle. Comment on fait pour sortir de nos cercles engagés, pour toucher monsieur et madame tout le monde, pour toucher les banques, les entreprises, les collectivités et l'épargne de tous ces acteurs. Parce que est-ce que je préférerais qu'un fonds solidaire, ce soit 100% solidaire et pas 10%? Oui, mais il y a un moment, il faut aussi partir de l'existant et partir de quelque part. Et donc la question, c'est est-ce que si on arrive à rendre des acteurs peu éthiques, 5% plus éthiques, 10% plus éthiques, est-ce que ça vaut le coup? Pour moi, à condition que ce soit pas du greenwashing et qu'on les lâche pas, ça se prend, chaque victoire compte. Donc moi, le but aujourd'hui, c'est de vous montrer tout l'éventail de produits solidaires, du moins engagé au plus engagé. Vous vous doutez de quel côté mon cœur balance, mais après voilà, vous placez le curseur éthique où vous voulez, parce qu'il y a aussi des questions de risque, effectivement. Si tu investis dans un fonds ou dans une seule structure, forcément c'est moins risqué. De rendement, en finance c'est bien de diversifier aussi, etc. Mais au moins vous avez toutes les infos, et c'est ça qui me plaît dans votre approche chez Faire, c'est que vous êtes transparent. Vous êtes les premiers à dire que oui, clairement, quand tu bosses avec la finance classique, la finance solidaire, c'est pas parfait, ça prend du temps. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est surtout de faire de l'éducation, et on peut en débattre pour que chacun fasse ses propres choix, quoi. Enfin, montrer que c'est désolé pour les anglicismes, c'est un work in progress, que c'est quelque chose qui est en cours d'évolution, et que on en est là à l'instant T, mais la destination, elle est bien plus ambitieuse, quoi. Ouais, et en fait, quand on regarde un petit peu aujourd'hui de plus près, tu vois, on a la quasi-totalité des grands réseaux bancaires qui adhèrent à l'association. Bon, tous les réseaux bancaires aujourd'hui, ils ont développé une gamme solidaire. Alors, il y en a en fait qui ont labellisé toute leur gamme. Ah ouais, genre qui ça? Tu vois, la Maïf, par exemple, elle a, c'est vraiment son driver, pour reprendre des anglicismes. Épargne solidaire, tu vois, évidemment crédit coopératif, évidemment Nef. Et puis tu as des banques qui s'y mettent petit à petit, qui ont un produit. C'est déjà pas mal, parce qu'en fait, puisqu'ils ont des milliers voire des millions de clients, le fait qu'il y ait au moins un produit, c'est déjà pas si mal. Après, il faut pas lâcher l'affaire, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a un produit solidaire sur les dizaines de milliers de produits qu'on vend aux clients, dont certains sont climaticides, en fait, qu'on va se satisfaire de ça. Donc il y a, tu vois, plein d'enjeux, par exemple de formation professionnelle auprès des conseillers bancaires. C'est vraiment un travail de longue haleine. C'est vraiment un marathon plutôt qu'un sprint. Et donc, c'est pour ça que vous avez créé le label Finansol, il y a 25 ans quand même, c'est pas un truc tout neuf, pour distinguer les produits d'épargne solidaire des produits d'épargne classique. Est-ce que tu peux nous expliquer donc concrètement comment est-ce que vous labellisez un produit financier, et sur quels critères? En fait, c'est le premier label financier qui a été créé en France. Bien avant le label ISR. En fait, le label Finansol, comme tu le dis, labellise des produits financiers, donc des produits d'épargne, qui sont majoritairement destinés au grand public. Parce que, en fait, nous, ce qu'on cherche, c'est l'impact auprès du grand public, donc auprès des millions de Françaises et de Français. On a deux critères, en fait, principaux pour le label. Le premier critère, c'est qu'il faut, en fait, que l'argent des gens, donc en gros, toi et moi, il aille financer des structures d'utilité sociale. Et pour ça, on utilise, en fait, un cadre d'agrément ESUS. C'est entreprise d'utilité sociale. Ouais, c'est l'entreprise solidaire d'utilité sociale. En gros, il y a cette question de transparence, effectivement. Le vendeur du produit, on va dire, il doit dire clairement à l'épargnant ce qu'il fait de son argent. Et vous, ils vous font
un reporting, ils vous rendent des comptes chaque année pour vous dire, ok, les pourcentages ou les montants qui devaient être alloués à des associations ou à des entreprises sociales, ils sont là, là et là, et en l'occurrence, c'est 99% du temps des entreprises agréées ESUS, quoi. Ouais, exactement. Et donc, tu as bien mentionné les 2 critères. Donc, l'utilité sociale des acteurs, mais surtout la transparence d'information. Et en fait, ça, c'est un boulot qu'on mène très concrètement toutes les années. C'est-à-dire qu'on demande toutes les années aux acteurs financiers de nous donner le détail finalement de ce qu'ils ont dans leur portefeuille. Et nous, on va chercher en gros si effectivement cette information elle est bien répertoriée, et ils nous la communiquent, et ils la communiquent à leurs clients en l'occurrence. Et puis, si l'argent en question, il est bien investi dans des structures d'utilité sociale. Et le label est accordé pour 1 an. Et puis, on vérifie chaque année si le label peut être gardé. Et pour garantir une indépendance, parce que ça, c'est aussi hyper important, puisqu'on a mentionné le fait que dans l'association, il y avait aussi des acteurs financiers, et ils ont tout intérêt à pousser leurs produits. En fait, on a organisé une gouvernance spécifique pour le label. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun membre de l'association qui est membre du comité du label. Ce sont tous des bénévoles qui ont une expertise, des acteurs de l'économie sociale, des journalistes, des journalistes, des juristes, qui se réunissent et puis passent en revue régulièrement tous les produits et décernent ou enlèvent le label. Donc concrètement, si toi qui nous écoutes, tu veux donner du sens à ton argent, vous, chez Faire, vous labellisez 3 grosses catégories de produits. Effectivement, donc l'épargne salariale solidaire, dont on a un peu parlé, les produits solidaires de ta banque ou ta mutuelle, et l'actionnariat solidaire direct, donc le plus engagé dans des projets engagés. Alors, on va les reprendre tranquillement un par un. L'épargne salariale, donc, c'est à partir de 50 salariés, ton entreprise ou ton organisation, si c'est public ou une ONG, est obligé de te proposer un plan d'épargne salariale. C'est possible dès 20 salariés d'ailleurs, donc renseigne-toi auprès de ton DRH. Et donc, grâce à votre travail, notamment, maintenant, ils sont obligés de proposer au moins un fonds solidaire, comme on disait. C'est quoi concrètement un fonds solidaire ? Ouais, en fait, tu t'as 100 balles, en gros, on va faire comme ça. Voilà. Merci, moi ça me va. Ton entreprise peut proposer, parce que tu as une prime, par exemple, voilà, ou tu as un intéressement, une participation. Tes 100 balles, tu peux les mettre dans des produits financiers avec des profils d'investissement. Alors toi, si tu vois, risque averse, si en gros, ton truc, c'est vraiment tes 100 balles, tu veux les récupérer dans 5 ans, parce que la durée de placement de l'épargne salariale, c'est 5 ans. Globalement, il investit dans des supports plutôt obligataires, des supports d'État, donc là, globalement, 0 risque. Et puis, tu as des profils un peu plus dynamiques où là, on te propose d'investir, en l'occurrence, sur des marchés actions, des marchés obligations d'entreprise, et ou sur du solidaire en complément. Et donc là, effectivement, tu as un peu plus de risques. Pour revenir au label, je fais un petit détour. Il garantit pas, évidemment, le fait que ton argent, tu vas le retrouver au bout de 5 ans. Ça, je suis bien clair là-dessus. Par contre, il garantit que 5 à 10% de ton argent, pour ce qui est des fonds solidaires, donc en gros, entre 5 euros et 10% de tes 100 balles, entre 5 euros et 10 euros de tes 100 balles, vont bien être investis dans des structures d'utilité sociale. Ouais. Moi, je crois beaucoup au fait aux lois, en fait, au fait de rendre des choses obligatoires, d'interdire des choses ou d'en favoriser. Et effectivement, grâce à cette obligation des boîtes de proposer au moins un fonds solidaire, du coup, il y a plein de salariés qui limitent l'épargne solidaire sans le savoir, en fait, quoi. Ouais, et en fait... Qui l'auraient pas fait si ça n'avait pas été là. Exactement. Et en fait, on s'est aperçu, moi, je suis un de ceux qui pensent que l'offre souvent crée la demande. En gros, tu as 10 à 20% des salariés dans le cadre de leur plan d'épargne salariale, qui choisissent les supports solidaires. En fait, on s'est dit, l'épargne salariale solidaire, c'est bien, mais en fait, il faut être salarié. Si t'es pas salarié, si t'es indépendant, t'as pas d'accès à cette épargne-là. Et en fait, on a travaillé sur le placement préféré des Français, dans le cadre de la loi Pacte en 2019, pour se dire, en fait, il faut faire la même chose pour l'assurance vie. C'est 2000 milliards d'euros d'actifs, l'assurance vie, un peu moins. En France, et s'il y a 1% de ces 2000 milliards qui investit dans l'épargne solidaire, tu vois, tu doubles en cours quasiment d'épargne solidaire en France. Et donc, on a, depuis le 1er janvier de cette année, les assureurs, ils ont l'obligation de proposer à leurs clients au moins un support solidaire en contrat d'assurance vie. Et tu peux demander à ton assureur, en gros, de te proposer d'investir une partie de ton épargne, là aussi, en solidaire. Voilà.
Donc, parfaite transition. Le deuxième truc que tu peux faire, effectivement, c'est écrire un mail à ton banquier ou à ton assureur pour lui demander ce qu'il a comme produit dit solidaire. Alors on l'a dit, quasiment toutes les banques ont au moins un produit labellisé Finansol. Mais on l'a aussi dit, effectivement, il faut aussi qu'on forme les conseillers bancaires parce que combien de fois, voilà, on dit aux gens, tu peux mettre ton argent sur un fonds solidaire sans lui expliquer que, en fait, c'est que 10% qui sont vraiment solidaires. Alors, on l'a vu en partie pour sa sécurité aussi, mais voilà, il faut aussi lui expliquer ce que financent les 90% labellisés par le label d'État ISR. Voilà, si c'est pas expliqué, ça peut être trompeur. Est-ce que vous menez des actions pour former les conseillers bancaires ou des assurances? Ouais, et en fait, c'est une demande des banques. Aujourd'hui, là, on a travaillé il n'y a pas longtemps avec un grand acteur financier, un grand réseau bancaire, voilà, qui nous a demandé très spécifiquement de former une partie de leurs conseillers au solidaire, en fait, d'expliquer tout ce qu'on est en train d'expliquer là ensemble aujourd'hui, en quoi ça consiste, pourquoi c'est important. On leur enverra le podcast. Comment? Voilà, et ça c'est une bonne idée. On pense que tu vois, il faut mener plusieurs actions. Alors tu as évidemment la pression, tu as la régulation, mais tu vois, la formation, c'est un truc hyper important, tu vois. Si les gens sont pas formés, ils peuvent pas proposer des produits adaptés à leurs clients. Nous, on travaille, par exemple, on a des contacts réguliers avec la Fédération bancaire française pour, tu vois, inciter à ce que y ait une vraie formation des conseillers. Et ça, c'est en train de changer pour, en fait, comprendre le sens, tu vois, des produits qu'ils vendent. Parce que souvent, tu vois, les conseillers, et on peut pas leur jeter la pierre, ils savent pas ce qu'il y a dans leurs produits. Et leur expliquer qu'en fait il y a des produits qui sont labellisés dans lesquels tu vois il y a des acteurs indépendants qui vont un peu regarder ce qu'il y a et apposer un label qui va certifier un certain nombre de choses. Moi je pense que c'est hyper important. Ouais. Donc demandez des infos à votre conseiller, mais faites aussi évidemment vos propres recherches parce que souvent vous en saurez peut-être plus que eux. Effectivement, parce que pour l'épargne salariale ou les produits bancaires, ce qui est intéressant, c'est aussi de savoir ce qu'il y a dans les 90% labellisés ISR, parce que ce label est assez peu exigeant, donc il y a tout malheureusement. Mais heureusement, les fonds sont obligés d'être transparents, parce qu'on répète du coup, vous labellisez que la poche de 5-10%, enfin sauf si c'est ce dont on va parler après, l'actionnariat solidaire, là, c'est 100%, parce que c'est super engagé. Mais un de vos combats, c'est justement de militer pour que le label d'État ISR qui labellise les 90%, il soit plus fort et plus exigeant, quoi. Ouais, en fait, les deux labels, et notamment pour les fonds 90-10, qui représentent quand même le gros de l'épargne solidaire en France, ils doivent marcher de pair, en fait. Nous, on a besoin d'un label exigeant pour la poche 90. Et là, voilà, donc nous, on pense qu'il y a un peu d'effort à faire, tu vois. On n'est pas les seuls. C'est un des plus gros labels de finances durables en Europe, et c'est un des seuls labels qui, à ce stade, alors il y a des propositions qui sont sur la table pour le faire évoluer, ne produit pas d'exclusion. Donc on a vu effectivement, donc tu peux aller voir ton DRH pour l'épargne salariale, ton banquier ou ton assureur pour les produits qu'il propose. Et enfin, le troisième moyen de donner du sens à ton argent que vous proposez, le plus engagé, c'est l'actionnariat solidaire dans des structures non cotées en bourse. Et donc, concrètement, tu peux prendre des parts chez Emmaüs, Terre de Liens, Habitat et Humanisme. C'est ce que je vous avais présenté pour devenir société de la Nef. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les projets que vous soutenez avec l'actionnariat solidaire? Ouais, alors ça, c'est un truc, ça cartonne. Alors, c'est encore tout petit, hein, c'est moins d'1 milliard d'euros, tu vois, sur les 24,5 milliards d'euros d'épargne solidaire, pardon. Par contre, là aussi, ça croît très vite parce que, en fait, ça reconnecte les citoyens aux projets qui sont à côté d'eux sans intermédiaire. Là, si tu veux, tu as un lien direct avec des projets qui sont très divers, très variés, qui s'attaquent en fait à des problématiques très différentes, le logement, l'emploi, l'environnement, l'énergie, tu vois, le transport, tu as parlé de Railcoop. Et là, effectivement, tu peux du coup acheter directement des parts sociales, des titres d'entreprise. Railcoop, pour vous rappeler, c'est la coopérative citoyenne qui réouvre des lignes de train en France. Ouais, exactement. Et dont les parts sociales ont été labellisées l'année dernière. Les gens, ils ont leur choix en fonction de ce qui leur importe d'investir dans des entreprises souvent innovantes qui proposent des vraies solutions directement. Alors,
Si t'as pas d'idée en tête, t'as aussi des plateformes de crowdfunding, tu vois, euh, comme l'ITA, qui peut aussi te proposer toute une série de projets sur lesquels tu peux aller regarder et investir directement. Alors là, il faut savoir que généralement, c'est pas le cas de tout le temps, mais généralement, quand tu investis dans ces entreprises de l'économie sociale, tu as peu ou pas de rendement et tu as un risque en capital. Par contre, tu sais que 100% de ton argent, il est investi au cœur du projet social. Et ça, je pense que c'est hyper important. Et tu peux même aussi, tu vois, devenir bénévole, militer aux côtés de l'association, tu vois, être à la fois actionnaire, militant et contributeur au projet. Et moi, je trouve que ça a un vrai intérêt. Ouais. Par contre, tu vois, quand tu investis une partie de ton épargne dans ces boîtes-là, le législateur a prévu, si tu payes des impôts, une réduction d'impôts de 25%. Oui, c'est vrai. Du montant investi. Et en fait, c'est ça qui te fait ton rendement. Là, il y a une seule condition, il faut que tu gardes le placement pendant 5 ans, en gros. Mais tu as 25% de réduction d'impôts, et c'est ça qui te fait ton rendement, en fait. En fait, c'est l'État, parce que tu as investi dans un projet d'intérêt général, qui t'offre le rendement en question. Immédiatement, là, en fait. On est en décembre. Si vous écoutez ça avant le début d'année, si là j'achète, je sais pas, 1000 balles dans, j'en sais rien, Raikop par exemple, il y a 25%, j'aurai 250 € en moins sur mes impôts, c'est ça? Exactement. C'est exactement ça. Voilà. Et nous, on travaille beaucoup avec les acteurs de l'économie sociale pour maintenir cette réduction d'impôt. Tu vois, tu parlais du travail de plaidoyer, c'est un des sujets, parce que cette réduction d'impôt, quand même, elle a été menacée à plusieurs reprises. Alors, il y a déjà eu un premier coup de canif dans cette réduction d'impôt en 2020, parce qu'on a limité cette réduction d'impôt aux structures qui ont moins de 10 ans. C'est une niche fiscale, hein, pour le dire très clairement. Oui. Cette niche fiscale, et tu sais que le régulateur fait aussi la chasse aux niches fiscales, et donc on va être très très vigilant pour que, pour le solidaire, cette disposition puisse perdurer, parce que ça permet aussi de toucher un nombre incroyable de gens, tu vois, qui payent des impôts, qui ont de l'argent, qui peuvent investir dans des projets solidaires, et pour qui la réduction d'impôts, ça fait le rendement, quoi. Il y a plein de gens qui veulent du sens et du rendement, quoi. Donc, exactement. Aujourd'hui, vous avez labellisé environ 200 produits dans une centaine d'établissements. Ouais, je suis d'accord, il faut qu'on prenne conscience du pouvoir qu'on a avec notre argent. Ce que tu me disais, le patrimoine financier des Français a augmenté avec le Covid. Maintenant, c'est 6 000 milliards d'euros. C'est 2,5 fois le PIB français. Enfin, c'est énorme. Pourquoi on a besoin que les citoyens, que les gens qui nous écoutent, ils plébiscitent ces produits solidaires? Concrètement, ça changera quoi? Ça peut changer beaucoup de choses puisque tu es dans les chiffres, effectivement. Tu vois, globalement, l'ensemble des acteurs est d'accord que pour financer la transition écologique, globalement, il faut un peu moins de 100 milliards par an. Et 100 milliards d'euros, tu vois. Et le patrimoine financier des Français, c'est 6 000 milliards. Donc, on peut y arriver parce que, tu vois, si tu fais bouger, 2% du patrimoine financier des Français chaque année, globalement, tu es en capacité d'enclencher de la transition écologique pour un monde en fait plus habitable. Alors effectivement, c'est récurrent, ça doit durer des années, mais franchement, on peut y arriver. Et en fait, l'argent et l'épargne, c'est un moyen extrêmement puissant pour pouvoir le faire, parce que d'abord, c'est déjà le nerf de la guerre, parce qu'il faut financer les infrastructures, les investissements pour tout ça. Et globalement, si on arrive, tu vois, déjà à doubler encore l'encours de l'épargne solidaire dans les 3 prochaines années, ce que j'appelle de mes voeux, c'est-à-dire que on est à 25, si on est déjà à 50 dans 3 ans, et puis si on peut encore doubler les 3 années d'après pour arriver à 100 milliards d'euros, je trouve qu'on aura fait quand même un sacré paquet de chemin, et ça produira des résultats. Ce que j'aime bien aussi dans votre approche, c'est que votre but, c'est voilà, c'est pas de labelliser un max de produits, c'est plutôt d'augmenter l'exigence et limite de labelliser de moins en moins de produits pour montrer la voie et mettre la pression aux acteurs, et surtout de faire de l'éducation populaire sur ces sujets où pour plein de gens la finance c'est un sujet tabou. Pour moi ça l'est pas forcément, mais j'ai quand même appris des tonnes de trucs en faisant cet épisode avec toi. T'as dit un truc hyper important. Effectivement, nous on cherche pas à labelliser un max de produits, on les contrôle chaque année. Il faut pas avoir la main qui tremble. C'est-à-dire que globalement, il faut accepter le fait que finalement un produit ne réponde plus aux critères et aux cahiers des charges.
Et donc, enlever le label, alors ça fait jamais plaisir, mais ça force aussi les acteurs à s'améliorer. Et le label, il va continuer d'évoluer, c'est-à-dire qu'on va monter en exigence. Et puis en plus, ça obligera le label d'État à se dire, bah mince, si eux, ils sont 10 fois plus exigeants, on peut pas rester au niveau où on est, quoi. On est obligé ça peut être une voie, absolument. Pour récapituler, si c'est un truc qui vous parle, donc pour l'épargne salariale, parle-en à ton DRH. En plus, souvent, si tu épargnes 100, l'entreprise va abonder et par exemple ajouter 100 aussi. Donc voilà, c'est rentable et solidaire. 2, donc va voir le site de ta banque ou de ton assurance et prends rendez-vous avec ton conseiller pour voir ce qu'il propose comme épargne solidaire et fais tes devoirs de ton côté aussi parce que ils ont besoin d'être formés et voilà. Et enfin, le must, évidemment, tu peux prendre des parts d'actionnariat solidaire dans des projets engagés. Tu peux te renseigner sur le site de FAIRE ou des plateformes, comme on a dit, lita.co. Merci Patrick, j'étais ravi de faire cet épisode en partenariat avec vous, avec FAIRE. Merci Pierre. Et si toi qui nous écoutes, tu veux donner du sens à ton argent avec la finance solidaire, t'as le lien en description de tous les produits labellisés Finansol. Et abonne-toi, ça m'aide énormément. Ciao Patrick, ciao tout le monde. Salut Pierre, salut à tous et à toutes.